Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Bienvenue sur la chaîne, je suis Animario. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de One Piece et aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse et la revue du chapitre 1168 qui se nomme Jour de neige à Erbaf. Les amis, on va pas se mentir, ce chapitre il n'était pas du tout incroyable. Quand on pense aux 7 semaines de chapitres qu'on a eu sur l'incident de God Valley, qu'on revient à ce chapitre-ci, déjà il y en avait beaucoup qui avaient des craintes par rapport au retour à la réalité concernant l'univers de One Piece. Les gens se disaient, on va quitter God Valley avec tous les gods qu'on a eu sur God Valley, notamment Xebec, Garp, Roger, Kuma, Dragon, Barbe Blanche et tout ça, pour retomber sur les Mugiwara avec Usopp et autres. Et là, on n'est même pas encore revenu sur Usopp, qui d'ailleurs est l'un de mes personnages préférés, qu'on se fait déjà chier. En vrai de vrai, les mecs, ce chapitre, il n'était pas du tout incroyable. Et ce n'est pas parce qu'il ne se passe pas grand chose en termes de combat dans ce chapitre, mais c'est toutes les implications autour de ce chapitre. Parce que les mecs, moi, je vais vous poser une question. C'est juste parce que Harald a compris que le gouvernement mondial voulait faire du peuple de Erbaf des esclaves qu'il s'est rendu compte que le gouvernement mondial n'était pas bon. Parce que si ce n'est que ça, les mecs, en vrai de vrai, Oda, moi, franchement, je suis pas du genre à me plaindre de Oda et à dire que ouais, ceci n'est pas bon, cela n'est pas bon ou quoi. Mais Harald, en vrai de vrai, les mecs, Xebec l'avait prévenu. Xebec l'avait prévenu. Xebec lui avait dit mot pour mot, ils vont esclavagiser le peuple de Erbaf. Le mec, il s'attendait à quoi au juste? Alors, je comprends parfaitement où vous voulez en venir. Harald voulait que le peuple de Erbaf soit en harmonie avec les autres peuples du monde entier. Et pour lui, la démarche qu'il a choisie, c'est d'intégrer le gouvernement mondial, étant donné que le gouvernement mondial est constitué de plus d'une centaine de nations. Je n'ai plus le chiffre exact. Donc du coup, il s'est dit que si Erbaf rejoint le GM, alors Erbaf sera en harmonie avec plus de 100 nations. Dans les faits, sur le papier, franchement, c'est un bon plan. Mais en vrai de vrai, Harald, en vrai de vrai, tu étais en train de discuter justement avec Aguadi Saro. Tu vas pas me dire que Saro ne t'a pas parlé de ce qui s'est passé à Ohara avec le gouvernement mondial. Franchement, les mecs, Harald, quand même, Xebec t'a prévenu. Tu as vu que c'est le gouvernement mondial qui avait tué Xebec. Qu'est-ce que tu en avais conclu? Donc toi, tu t'étais dit, bon, c'est parce que Xebec était allé attaquer le gouvernement mondial que je voulais rejoindre du coup. Si le gouvernement mondial a tué, bah, c'est parce que Xebec était le fautif et tout. Frère, mais Harald, à un moment donné, moi, je comprends pas. Ça, c'est même plus de la naïveté, mais c'est la bêtise. Ça se voit clairement, ça se voyait que les géants de Erbaf allaient devenir les esclaves pour le gouvernement mondial. C'était presque sûr et certain. Alors, je comprends pas la démarche de Harald. Hein. Franchement, je comprends pas du tout la démarche de Harald. Si bien qu'aujourd'hui, je me dis, peut-être que Oda s'est coincé lui-même dans l'écriture du personnage de Harald. Ou alors, Harald est tout simplement trop naïf, les mecs. Alors, moi, je ne veux pas qu'on tombe sur Harald en disant que, ouais, le mec, il est con, il est naïf et tout. Voilà, parce que les mecs, moi je vais vous dire un truc. Hein. Ceux qui ont déjà été arnaqués, vous savez que c'est absolument pas évident de deviner que c'est une arnaque. Alors, vu de l'extérieur, quand on vous raconte comment ça s'est passé et tout, ça semblait être facile et prévisible et tout ça. Mais en vrai de vrai, les mecs, quand c'est toi qui subis l'arnaque, tu ne vois même pas par où ça passe que tu te fais arnaquer. Les arnaqueurs sont forts et puis ils n'ont pas de scrupules. Encore pire, pour un personnage comme Imu. Imu existe depuis 800 ans au moins. Dites-vous qu'en 800 ans, mais les mecs, rendez-vous compte un peu de l'expérience et surtout du manque de scrupules accumulés par Imu en 800 ans, les mecs. C'est quand même une dinguerie. Mais s'il y a autre chose que je comprends pas trop concernant ce chapitre, c'est le jeu du chat et de la souris joué entre le gouvernement mondial et le peuple de Erbaf. Dans la précédente vidéo, je vous disais déjà que je ne comprenais pas pourquoi le gouvernement mondial refusait que le peuple de Erbaf rejoigne leur rang. Pourtant, avec la puissance guerrière et militaire du pays de Erbaf, le gouvernement mondial pourrait juste devenir beaucoup plus puissant et beaucoup plus vite. Mais pourtant, ils ont repoussé Harald pendant plusieurs décennies. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Vraiment, je comprends pas. Je comprends vraiment pas pourquoi le gouvernement mondial a refusé de soumettre le peuple de Erbaf. Pourtant, ils étaient gagnants sur absolument toute la ligne. Je comprends pas pourquoi ils ont mis tant de temps à accepter que Harald rejoigne le gouvernement mondial et devienne un chevalier divin parce que, encore une fois, ils étaient absolument gagnants. Ils n'avaient absolument rien à perdre. Alors, quelque part, ils se sont peut-être dit que, comme les géants sont très liés à Nika, si Harald fait le forcing pour rejoindre le gouvernement mondial, c'est peut-être pour le détruire de l'intérieur. C'est peut-être pour ça que dans ce chapitre, on a une Imu qui a dit à Harald qu'elle l'a observé pendant énormément de temps. Peut-être que, voilà, Imu voulait s'assurer que Harald n'allait rien faire
contre le gouvernement mondial pour le détruire de l'extérieur. C'est la seule explication que je vois par rapport à cette longue attente pour l'intronisation de Harald en tant que chevalier divin. Bon, maintenant dans ce chapitre, on a Harald qui est officiellement devenu chevalier divin. Il est donc passé de la marque de surface à la marque des profondeurs. Et la marque des profondeurs se caractérise par l'immortalité conférée à celui qui possède cette marque, plus une augmentation de puissance qu'on ne peut pas encore réellement estimer. C'est ce que je vous disais déjà dans mon analyse et revue du chapitre précédent. Je vous disais déjà qu'à mon avis, la marque de surface permettait juste de traverser les abysses. La marque de profondeur conférait l'immortalité et on a donc la confirmation dans ce chapitre. Harald a donc l'immortalité de la part de Ymir et on va voir ce que ça implique un peu plus tard concernant le personnage de Harald et concernant même sa puissance parce que cette marque augmente aussi sa puissance d'une façon qu'on ne peut pas réellement déterminer. Maintenant, à mon avis, la troisième marque, la marque des abysses permettrait donc de se faire posséder par Ymir. Du coup, dans ce chapitre, on apprend que c'est Shanks qui aurait dû devenir chevalier divin, mais il aurait disparu et il n'aurait pas accompli une mission. Et Harald ayant donc accompli une mission, étant donc présent et étant donc en concurrence avec Shanks, ce serait donc lui qui aurait obtenu ce titre de chevalier divin. Maintenant, on va revenir sur le personnage de Shanks. Les gars, franchement, hein, il faut m'expliquer. Pourquoi Shanks est-il revenu sur Marie-Joie au point de prétendre appartenir au gouvernement mondial? Parce que Shanks était marqué par la marque de surface. Moi, je me pose une question. Quel était le but derrière cette infiltration de Shanks? Parce que, à mon avis, bon, pour ceux qui disent que c'est parce que Shanks voulait les informations sur Gomu Gomu et tout, franchement, les mecs, je crois pas trop à ça. En vrai, les mecs, je ne crois pas trop en ça. Moi, je pense plutôt que si Shanks est revenu, c'est peut-être parce qu'il voulait réellement voir ce qu'était sa famille et ce qu'était le gouvernement mondial. Alors, Shanks, en revenant sur la terre sainte de Marie-Joie, il voulait vraiment avoir les confirmations sur sa famille et voir si ce que son capitaine, entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr que Roger lui en avait parlé, mais à mon avis, il voulait vraiment vérifier les dires de Roger quand il disait que le gouvernement mondial était mauvais. Du coup, à mon avis, il est venu vérifier ça de lui-même. Je ne vois pas d'autre explication parce que ça n'a pas de sens que Shanks revienne sur Marie-Joie, sachant toutes les dingueries du gouvernement mondial. En vrai de vrai, ça n'a juste pas de sens. Maintenant, on va finir la vidéo sur Harald. Alors les mecs, rappelez-vous, lorsque Shamrock et Genko avaient apparu dans le château de Erbaf, je vous avais dit que s'ils avaient réussi à apparaître dans le château de Erbaf grâce à leur cercle de téléportation, c'est parce qu'un membre du gouvernement mondial avait déjà placé ce cercle-là sur Erbaf. Du coup, on apprend donc que c'est Harald qui aurait placé ce cercle-là et ça en revient encore sur les questionnements qu'on avait par rapport à ce cercle-là. Comment Saturne avait-il fait pour débarquer sur Ek grâce à ce cercle? Alors ma théorie est que si on se trouve assez proche du Nil, on peut matérialiser ce cercle-là pour y apparaître. C'est ce qui s'est passé avec Saturne. Maintenant, si tu apparais à un endroit grâce à ce cercle-là, c'est-à-dire sans réellement faire usage de tes propres moyens, que ce soit de par un bateau ou je ne sais quoi, bah, il y a une limite de temps qui t'est imposée. À mon avis, c'est ce qui s'est passé avec les Gorosei qui ont été invoqués par Saturne sur Egghead. Parce que Saturne, lui, il est arrivé sur Egghead par ses propres moyens. Du coup, lorsqu'il a été soumis au acquis des rois de Joy Boy, bah lui, il n'a pas été renvoyé sur Marie-Joie parce que lui, il n'avait pas de limite de temps qui lui était imposée. Alors, je dis pas que le acquis des rois de Joy Boy est complètement anodin en fait que les Gorosei sont retournés sur Marie-Joie, non. Mais le truc, c'est que ce Marcus Mars, lui qui n'a pas été directement, on va dire, exposé au acquis des rois de Joy Boy, lui, il est aussi retourné sur Marie-Joie comme les autres doyens. C'est pourquoi, pour moi, il y a cette limite de temps-là qui doit être imposée. Et je pense donc que Ymir Genko, étant donné qu'elle est sur Erbaf, à mon avis, elle va dominer Luffy et Loki. Mais la limite de temps va faire en sorte que, bon, Genko retourne sur Marie-Joie parce qu'elle est arrivée sur Erbaf grâce au cercle de téléportation aux côtés de Shamrock. Maintenant, Harald. Harald n'est plus maître de lui-même et actuellement là, il est contraint par Ymir de soumettre le peuple de Erbaf et de les esclavagiser pour le gouvernement mondial. Ce qui ne veut donc absolument pas. Mais malgré tout, étant donné qu'il a signé le pacte avec Ymir, il a signé le deuxième pacte avec Ymir, le pacte des profondeurs. Il est obligé de faire ce que Ymir lui demande de faire. Et donc là, on a Harald qui sera obligé de se battre contre son propre peuple. En tout cas, c'est ce que je pense. Hein. Et du coup, il a fait venir Loki et Jarl. Alors, je comprends pas pourquoi il a fait venir Jarl parce que, bon, normalement, Jarl n'est pas un combattant, à moins que, bon, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, peut-être que Jarl, c'était un combattant puissant lorsqu'il était jeune. Bon, ça, on n'en sait rien. Mais les mecs, je vais encore vous dire ce que je pense depuis le début. Hein.
Harald, c'est niveau rock, c'est Dick Zebek. Et en plus de ça, il bénéficie de l'immortalité, plus d'une puissance accrue. Franchement, les mecs, je ne vois pas Loki vaincre Harald dans ces conditions-là. Je ne vois pas Loki vaincre Harald dans ces conditions-là. D'ailleurs, je pense même que le mec va se faire torturer par Harald. Du coup, j'avais déjà une première théorie par rapport à ça, mais je l'avais abandonnée. Mais avec ce chapitre, je pense que Gaban et Shanks vont se ramener dans le château et vont participer au combat contre Harald et que c'est eux trois qui vont réussir à contenir la puissance de Harald et même à l'arrêter. Et du coup, voilà, ils seront obligés de tuer Harald. Et je ne pense pas que c'est Loki qui va porter le coup final à Harald parce que voilà, Loki, c'est pas un personnage qui tue. Et je ne pense pas que Oda veut, on va dire, catégoriser Loki comme étant un personnage meurtrier. Bon, je pense qu'on a fini avec ça. Bon, autre point important, Ida est finalement morte de son poison et tout. Voilà, c'était assez triste. Et on a un Loki qui était quand même dans le royaume des ténèbres, mais qui a quand même senti ça. Ça vous montre un peu à quel point le acquis de l'observation de Loki doit juste être dingue. Et pour moi, Gaba niveau Yonko, Shanks niveau Yonko, plus Loki niveau Yonko en 3v1 contre Harald, le combat sera juste titanesque.